Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie depuis longtemps de faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. Donc, n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interviewe Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, je crois que tu habites actuellement à Brême, mais tu as un parcours qui est un petit peu plus long en fait en Allemagne et tu as habité aussi dans d'autres villes. Alors, est-ce que tu pourrais, avant d'évoquer ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es en une phrase? Bien sûr, donc mon nom donc est Aurélie. J'habite depuis 2003 en Allemagne. Au départ, mon parcours m'a amenée à Munich, donc en Bavière, où je suis restée pendant 13 ans, où j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari, où nos 2 enfants sont nés et en janvier 2016, nous avons déménagé à Brême, où nous sommes donc depuis 4 ans à peu près. Alors, Oli, comment t'es venue tout d'abord l'idée de devenir astronaute et de t'inscrire au programme d'IA Astronautine? Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce programme? Alors, ce programme, en fait, c'est une histoire assez folle. C'est une initiative privée d'une dame qui elle-même avait toujours rêvé d'aller dans l'espace et qui s'est rendue compte qu'il n'y avait encore aucune femme allemande qui était allée dans l'espace. Et donc, elle a décidé de lancer cette initiative, donc qui est à la base complètement privée, puisque c'est une personne. Bon, elle a sa propre entreprise qui s'est mise derrière le projet, mais sinon, c'était vraiment elle qui a poussé ça. C'est une Brémoise d'ailleurs, hein, c'est une femme qui est d'origine de Brême. Et en fait, elle est allée voir du coup les agences, les gouvernements, les ministères, enfin, vraiment les entreprises, etc., pour essayer de récolter des fonds, d'intéresser les gens. Elle a fait une énorme campagne de communication et de marketing pour trouver des candidates, leur faire passer un programme de sélection et puis après les entraîner pour qu'un jour elles partent dans l'espace, à savoir dans la station spatiale internationale. Voilà, donc c'est privé, ça n'a rien à voir avec les agences. C'est une initiative complètement en parallèle, mais que beaucoup de personnes ont trouvé fantastique. Parce qu'ils sont d'accord pour le fait que bon, c'est pas de leur faute, mais il y a aucune Allemande encore qui a été sélectionnée pour partir dans l'espace. Et il y a Voilà. eu combien de personnes qui ont postulé à ce programme? Alors je pense qu'au début on était peut-être 5000 ou quelque chose Oh. comme ça. Voilà. Et donc, non seulement tu es française, mais aussi franco-allemande, parce que tu as pris la nationalité, je crois, franco-allemande. Oui, tout à fait. Donc ça pourrait avoir une symbolique forte, en fait, en tout cas, d'être sélectionné. Et donc, tu as certainement une affinité très forte avec cet environnement. Parce que je crois qu'au niveau de tes études, tu es ingénieur aéronautique, ou il me semble, hein. C'est ça, oui, tout à fait. Et tu avais étudié aux États-Unis, donc tu étais peut-être plus enclin à partir travailler de l'autre côté de l'Atlantique plutôt que de partir en Allemagne. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, moi je suis partie aux États-Unis à la base pour mon projet, c'était de rentrer à la NASA, d'acquérir la nationalité américaine et de devenir astronaute et de partir dans l'espace. C'était le projet, tout tracé. C'était très simple pour moi, très évident. Donc c'est pour ça que je suis partie étudier là-bas. Et en fait, entre-temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'appelle le 11 septembre 2001, et qui a fait en fait que beaucoup d'entreprises et aussi d'agences américaines se sont beaucoup fermées aux étrangers. Et c'était devenu encore plus difficile d'obtenir la nationalité. Donc en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas par cette porte-là qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai décidé de rentrer en Europe. Et voilà. Mais bon, à l'époque, il y avait pas d'appel à la candidature. L'appel à la candidature de l'Agence spatiale européenne, de l'ESA, pour les astronautes, ne se fait que tous les, je sais pas exactement, mais peut-être tous les 5 ans ou des choses comme ça. Et à l'époque, en fait, j'avais juste commencé à travailler. Et quand il y a eu un appel à la candidature, en fait, c'était au moment où on commençait à fonder une famille. Donc, c'était pas le bon moment. Et donc, en fait, voilà, les chances sont passées. Et puis, il y a un moment où on devient, entre guillemets, trop vieux. Et puis après, il y a ça qui est arrivé, qui est venu un peu comme une surprise, et où j'ai décidé de faire candidature. Voilà, c'était il y a 2 ans maintenant, Et 3 ans, je sais le plus. programme de sélection dure combien de temps? Parce que c'est assez sélectif comme sélection, ça va être physique, et puis aussi il y a beaucoup d'aspects certainement que tu dois suivre de façon continue. Oui, alors là, ils ont un petit peu simplifié le process. Donc en fait, il y a eu d'abord il y a eu un premier tri de fait sur les CV, sur les parcours.
Je pense qu'ils voulaient des gens d'abord qui aient une formation plutôt technique, même si ça devait pas être forcément ingénieur aéronautique ou spatial. Point de vue profil, point de vue intérêt, point de vue, il y avait l'âge aussi qui a joué, même s'ils ont quand même balayé assez large. Et après, il y a eu des premiers entretiens de fait. Il y a eu un événement public, hein, et là, ça a réduit encore le nombre de participants. Je crois qu'on était 200 ou quelque chose comme ça. Et après, il y a eu les vrais tests de quotient intellectuel, de connaissances scientifiques et de capacité aussi à réagir de manière rapide. On était sur ordinateur où il fallait faire il y avait des simulations à un moment où on avait une sorte de joystick dans les mains, sauf que quand on allait à gauche, ça allait à droite. Enfin, c'était, voilà, essayer de te représenter dans l'espace. Ils analysaient nos réflexes, etc. Et pour moi, en fait, c'est là que ça s'est arrêté. Voilà. Donc, moi, j'ai pas pu continuer à ce stade-là. Je crois qu'après, elles ont été quelque chose comme une cinquantaine. Elles ont passé la dernière étape qui était des sortes de tests de personnalité et de travail en équipe. Donc, voilà, comment on se comporte face au stress, face à des situations un peu complexes, dans une équipe, avec d'autres personnes ou tout seul, etc. Et là, ils en ont gardé, je crois que les finalistes étaient 6. Et finalement, un jury a décidé des 2 qui allaient partir à l'entraînement. Voilà. T'as pas suivi des entraînements au centre Non, pas du tout. de Cologne, au Deutsche Non, pas du tout. Lufthansa. D'accord, oui. Là, ça aurait été sévère. Ça doit être sévère, j'imagine. J'imagine, je ne peux même pas imaginer le type d'entraînement qu'on doit subir. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a toutes les choses qu'on entend ou qu'on voit sur Internet ou à la télé, à savoir la fameuse centrifugeuse là, hein, qui tourne à toute allure et donc on a l'impression d'être écrasé contre le siège. Donc où beaucoup de gens soit s'évanouissent au mieux ou bon, voilà, au pire sont malades. Et puis il y a plein d'autres choses. Bon après, je connais pas le programme en détail. Je connais plus le programme de l'Agence spatiale européenne. Et là-dedans, il y a par exemple des entraînements en conditions extrêmes. Donc, ils vont dans les montagnes, ils vont dans la toundra en Russie, à des températures maximum moins 20 degrés. Et ils sont censés pouvoir survivre parce que il faut toujours envisager que la capsule qui les ramène sur Terre puisse atterrir dans une zone complètement inhabitée, complètement perdue. Et donc, ils doivent être capables de survivre jusqu'à ce que les secours les retrouvent. Voilà, donc il y a tout ce type d'entraînement, il y a des entraînements en confinement aussi, encore une fois, de comportement, et puis il y a tout l'entraînement technique, donc qui prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc je sais que Thomas Pesquet, son entraînement a duré, je sais plus si c'était 5 ou 6 ans, mais de manière vraiment très, très intensive, quoi. Il était encore, il y a 2-3 ans à Cologne, il me semble, puisqu'il était souvent en DLR. Oui. J'imagine que ce programme aussi a un aspect symbolique. J'imagine que c'est individuellement, peut-être que ça devait être un rêve pour toi, l'espace. Mais quand même, je crois que c'est un environnement dans lequel il y a à peine 10% de femmes dans le milieu de l'aérospatial. Donc, il y a quand même une portée symbolique qui doit être là quand même. Complètement. C'est pour ça que ce programme m'a attirée, parce que au-delà des considérations qui pour moi sont plutôt négatives, comme le féminisme, etc. C'était plutôt de dire, voilà, comme de dire, tiens, il y a aucune Allemande encore qui allait dans l'espace, mais c'était un hasard, quoi. C'est pas du tout parce qu'il y a eu une discrimination par rapport aux Allemands. C'était juste un fait, et donc de dire, eh ben, hop, voilà, ça fait une occasion de pousser un peu ce programme-là. Et puis bien sûr, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont partis que de femmes, mais ça c'est plutôt historique. Hein. Ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que des femmes soient acceptées dans les programmes de la NASA d'abord. Et puis de l'Agence spatiale européenne, je pense que dès le début, c'était de toute façon ouvert. Mais il y avait très peu de femmes qui, de toute façon, suivaient ce genre de profil, de parcours. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je suis engagée dans pas mal d'actions pour essayer de motiver les filles et les jeunes femmes, en fait, à faire des carrières techniques, qui ont envie de le faire, mais qui disent, bah oui, mais je vais me retrouver parmi plein d'hommes. Comment est-ce que je vais faire? Et puis, est-ce qu'on va m'accepter? Et puis, est-ce que je vais être à la hauteur? S'il n'y a pas beaucoup de femmes, est-ce que ça veut dire que peut-être parce que les femmes ne sont pas à la hauteur? Donc, il y a des croyances comme ça, en fait, qu'il faut vraiment, qu'il faut casser, quoi. Et je pense qu'il faut dire, voilà, moi, je suis là, c'est possible, c'est faisable. On est tous égaux, voire il y en a qui peuvent performer mieux que des hommes. Peut-être dans d'autres domaines, il y aura un homme qui sera meilleur qu'une femme, mais bon, voilà, quoi, tout est possible. Et je pense qu'on voit dans leurs yeux, en fait, quand on parlait à des jeunes filles qui avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, et on voit dans leurs yeux qu'en gros, elles me disaient, mais comment t'as fait? Enfin, pour elles, j'étais une sorte de miracle.
Et moi, j'essaie de leur expliquer. Non, enfin, ça m'a intéressée. Donc, je suis allée faire des études, j'ai appris le métier. Et puis après, je suis arrivée, oui, mais quand même, maintenant, ça doit être encore dur avec plein d'hommes, etc. Et je dis, alors, on sent effectivement qu'il y a cette dominance, entre guillemets, dans la présence, mais il n'y a pas de difficulté en plus. Enfin, je me sens pas lésée ou mise de côté ou plus critiquée parce que je suis une femme. Et voilà, c'est ce genre de choses qui m'a aussi poussée à faire ça au-delà de, bon, je savais bien que j'avais pas forcément de chance parce que d'abord, le nom Aurélie Bressolette, c'est pas forcément très allemand. Donc, je me doutais bien que c'était… Mais tu étais franco-allemand, donc t'avais toutes tes chances en fait. Oui, bien sûr, mais bon, je pense que quand on a le choix entre une Suzanne Müller ou Aurélie Bressolette pour représenter l'Allemagne dans l'espace, je pense que moi-même, j'aurais sans doute choisi Suzanne Müller. Mais bon, Il y aurait eu voilà. un aspect pour le franco-allemand, il y aurait quand même un côté symbolique très fort. Enfin, mais déjà le fait que Oui, tu participais, que tu es très, très approché dans la sélection, c'est déjà super. Et puis, tu permets de contribuer à ouvrir des portes justement pour établir au moins un équilibre dans l'espace. tout à fait. J'essaye. J'essaye en tout cas. Donc voici un petit peu l'histoire de ton parcours en tant que candidate pour ce programme qui emmène les gens dans les étoiles. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ton parcours un petit peu plus en Allemagne. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait motivé à l'époque de venir en particulier en Bavière, à Munich? En fait, c'était un parcours professionnel qui m'a amené là-bas pour un projet qui devait durer normalement seulement 3 mois. Donc, je devais quitter Munich au bout de 3 mois. Et au bout de 2 semaines, 2 ou 3 semaines, en fait, ça m'est tombé dessus sans prévenir, à savoir que l'ambiance de la ville, les gens, la qualité de vie m'a énormément plu. Et donc, j'ai su que je voulais rester là-bas. Et donc, Et, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir rester au-delà de ces 3 ou 4 mois et ça a marché. qu'est-ce qui t'a plu le plus particulièrement à Munich? La qualité de vie, clairement, le côté, on va dire, propre, même si ça paraît un petit peu artificiel, mais le côté vraiment très, voilà, je pense que les Bavarois sont très fiers de leur région. Et donc, il y a vraiment une protection de la culture, des mœurs, des traditions, mais dans le bon sens du terme. Et puis, bien sûr, le fait d'être tout près des montagnes, des lacs, moi, je suis vraiment plus une amoureuse de la montagne que de la mer. Et donc, tout ça, avec bien sûr le côté économique, Munich est quand même une ville assez riche, assez épanouie au niveau professionnel. Donc, tout ça a fait que ça regroupait vraiment les qualités qui m'ont convaincue de rester. Et Et puis, il y tu- a ouais. enfin le côté grande ville sans être une trop grande ville. Donc, Mhm. on a toutes les infrastructures d'une grande ville, les connexions avec plein d'aéroports, la situation géographique qui fait qu'en 3 ou 4 heures de voiture, on peut être à Vienne, à Prague, en Suisse, enfin vraiment partout. Et alors qu'on n'est pas non plus dans une grande ville comme Paris où pollution, embouteillage, etc. Voilà. Tu es originaire de Paris, région parisienne en Pas du France? tout. Ah d'accord. Non, je suis d'Angers. Je suis née à Angers, Ah d'accord, dans le d'accord. Maine-et-Loire. Ville. Voilà. Et oui, donc c'est aussi je dirais, le berceau des parties du berceau de la France, et c'est aussi une très belle région. Donc tu t'es retrouvé l'équivalent apparemment à Munich. Est-ce que tu parlais allemand en arrivant en Bavière? Un peu. J'avais allemand première langue étrangère à l'école, donc au Mhm. collège, lycée. Très Et bien. après, je suis passée vers l'anglais, donc j'ai laissé tomber l'allemand pendant plusieurs années. Donc honnêtement, ça a été un petit peu difficile de me remettre à l'allemand au début. Et puis il y a eu un déclic à un moment et voilà. D'accord. Tu as Ça aide d'avoir travaillé des bases. en anglais? Au début, c'était en anglais et puis un peu en français aussi. En fait, dans D'accord. l'environnement professionnel dans lequel j'étais, c'était assez simple d'éviter l'allemand, on va dire. Voilà. Donc, tu t'es tellement bien épanoui à Munich que tu as créé aussi ta famille, tu as fait connaissance de ton mari, et puis c'est là que tu as créé finalement ta famille, que tu as continué à évoluer en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, t'es resté un certain temps à Munich, en fait, tu es resté combien de temps, tu me disais? 13 ans. 13 ans. Et ensuite, le départ s'est fait, tu as décidé d'évoluer professionnellement en fait au nord de l'Allemagne. Donc, tu es arrivé à Voilà. Brest, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans maintenant. En fait, c'est plutôt mon mari en fait qui a eu une offre de promotion en fait. Mhm. Et donc au départ, on était
était vraiment dans beaucoup de questionnements parce que vu la qualité de vie à Munich, on ne voulait pas partir de Munich. On avait bien sûr tout notre réseau d'amis, nos connaissances, etc. Donc, on était vraiment bien là-bas. Et les gens qui nous parlaient de Brême, il y avait les gens qui ne connaissaient pas Brême et qui, eux, nous disaient « Mais qu'est-ce que vous allez aller faire là-bas? Vous êtes fous, ne faites pas ça ». Et à côté, il y avait ceux qui avaient déjà mis le pied à Brême, qui avaient passé déjà plus d'une ou 2 semaines à Brême et qui nous disaient qu'on allait adorer. Donc, on était un petit peu partagés. Et puis, on s'est dit, eh ben, allons-y. On s'est dit que ça allait être une belle expérience pour la famille aussi, de découvrir de nouveaux horizons, sans toutefois s'aventurer trop, puisqu'on restait en Allemagne. Donc, il y avait quand même toute une base au niveau administration, assurance, impôts, etc., qui restait. Langue aussi. Donc, voilà, on a fait le pas et on est très contents. Et quelles ont été les clés pour te réintégrer à Brême? Qu'est-ce qui t'a permis de te réintégrer confortablement à Brême au final? Alors déjà, la communauté brémoise est très très ouverte. Je pense que c'est une particularité du nord de l'Allemagne. Pour ceux que ça peut intéresser et qu'ils ont peut-être cette image du nord où les gens sont fermés, sont fourbes, je sais pas. Il y a beaucoup d'a priori en fait assez négatifs sur le nord. Je pense que c'est comme le nord de la France un petit peu. C'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que je pense qu'il y a cette culture du commerce qui est très ancrée dans le nord de l'Allemagne et qui fait que les gens ont un côté extrêmement communauté, extrêmement ouvert, toujours prêt à aider. Ils disent ce qu'ils pensent aussi. Et ça, enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup changé de la Bavière, qui avait un côté quand même assez froid. Enfin, notre communauté d'amis, il n'y avait aucun Bavarois d'origine. Je pense que ça, c'est vraiment un côté peut-être un peu moins positif de Munich, c'est que les gens qui viennent de là-bas sont assez dans leur groupe, voilà, ils s'ouvrent pas forcément beaucoup. Donc ça a beaucoup aidé à l'intégration, ça c'est sûr. Après, il y a eu le côté école et en fait, au jardin d'enfants. Quand on arrivait, les enfants allaient encore au jardin d'enfants. On a eu la chance d'avoir une place dans un jardin d'enfants franco-allemand. Et c'est vrai que voilà, il y avait la communauté française, bien sûr, mais pas seulement. Il y avait la communauté en fait autour du jardin d'enfants et plus tard après de l'école. Et en fait, à partir de là, ça rayonne, on fait des connaissances, on s'aide. Il y a vraiment ce côté entraîne qui a vraiment beaucoup aidé à l'intégration. Il y a aussi une communauté, est-ce que tu connais un petit peu la communauté française à Brême? Il y a des associations sans doute, peut-être des associations Oui. d'expatriés ou des… Oui, tout à fait. Alors, d'abord, il n'y a pas de consulat. Non, il n'y a pas de consulat. Le consulat dépend du consulat de Berlin. Donc, il y a une antenne consulaire, mais c'est pas un vrai consulat. Par contre, ce qu'il y a, et c'est juste derrière chez nous, c'était vraiment un hasard, on ne savait pas, c'est l'Institut français. Ah, d'accord. Qui organise des événements culturels. Quand il y avait d'Europe de foot, ils passaient les matchs, donc on allait dans le jardin de l'Institut français regarder ça sur grand écran. Il y a une bibliothèque, voilà. Donc ils organisent vraiment beaucoup de choses, pas seulement pour les Français, mais pour les Allemands qui s'intéressent à la culture française. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir ce contact-là. Et après, il y a des initiatives un peu plus privées, on va dire. Il y a un cercle franco-allemand. Donc, on a eu la chance de rencontrer presque au début de notre séjour la personne qui organise ça, qui est une Française. Et en fait, qui consiste il y a, je ne sais pas, 5-6 événements dans l'année franco-allemands. Donc, ce n'est pas seulement des Français, c'est des Allemands aussi. Par exemple, il y a des soirées chansons, où là, on est allé à la soirée du Beaujolais. Voilà, donc ça peut être chez quelqu'un, ça peut être à l'Institut français, ça peut être dans un restaurant, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les Français entre eux, c'est vraiment faire se rencontrer les Français et les Allemands. Et donc, on parle pas français forcément, on parle allemand, il y en a qui se parlent anglais, il y a tous les âges. Et ça, c'est… Voilà. Tes enfants, ils ont grandi en fait en Allemagne, donc j'imagine qu'ils doivent être bilingues maintenant. Ils sont même trilingues, parce que Oui. leur père est hongrois. Ah, d'accord. Donc, ils ont appris, enfin, ils n'ont même pas appris, en fait, ils ont le hongrois, en fait, depuis qu'ils sont tout petits. Donc, il doit avoir la possibilité de parler des langues qui sont très différentes, avec des structures grammaticales complètement différentes, mais ça doit être en tout cas formateur pour l'avenir, et ils sont certainement plus que trilingues. Et donc, à la maison, tu parles français et ton mari, en fait, hongrois. Comment vous faites pour essayer d'établir justement un trilinguisme? Alors, c'est très difficile. Oui. C'est-à-dire que donc, moi, j'ai pris des cours de hongrois déjà pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'ils disent entre eux, un minimum de base. Mon mari parle français couramment, donc il comprend ce qu'on se dit. Lui et moi, on parle anglais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'allemand à la maison. L'allemand est complètement absent.
Ce qui n'empêche que, et ça montre en fait comment on va dire, la capacité d'intégration des enfants dans un pays étranger. Pour ceux qui se posent la question de partir avec leurs enfants, etc., c'est que la langue dans laquelle nos enfants sont le plus à l'aise est quand même l'allemand. La Alors langue qu'on ne parle pas locale. allemand, voilà, alors qu'on parle pas allemand à la maison. Bon, ils sont nés en Allemagne, ils ont grandi, voilà, mais ça montre quand même, c'est quand même incroyable. C'est au-delà de la langue maternelle, ils ont trouvé une langue dans laquelle ils sont plus à l'aise que les langues qu'ils parlent avec chacun de leurs parents. Voilà, donc les repas sont un peu olé olé, on va dire, c'est-à-dire que chacun parle un peu sa langue. Donc on n'a pas une langue, on dit par exemple on va parler que allemand au repas ou que anglais au repas ou que français, quoi. La langue qu'il Donc préfère dans son contexte. voilà. Est-ce qu'au final, les enfants ils parlent mieux allemand que les parents maintenant? C'est toujours le risque qui se pose. Que moi, oui, complètement. Ils me corrigent en allemand aussi, hein. Ils se Ça doit être moquent de moi terrible. des fois. Voilà, sur les articles surtout, j'ai beaucoup de moqueries. Mm. Mon mari parle allemand complètement couramment, donc pour lui, Ouais. ouais. Je pense que c'est lui qui parle le mieux de nous quatre parce Mm. qu'il a le plus de vocabulaire. Mais les enfants parlent mieux que moi. Voilà, rien que l'accent, ils n'ont aucun accent Donc les français quand enfants, c'est des éponges en fait qui sont capables d'absorber toutes les langues finalement. complètement. Et puis, ils nous aident à voir des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, Mm. c'est vraiment intéressant d'avoir cette composante, on va dire, entre guillemets, étrangère de ses propres enfants, Mm. amener ça dans un cercle vraiment plus intime et privé. Je trouve que c'est un incroyable moyen de s'intégrer. Je trouve que par nos enfants, on acquiert vraiment, on absorbe beaucoup plus de culture et de spécificité de l'endroit où on se trouve. Que Oui. si on était tout seul. Enfin, après, je sais pas, je l'ai pas vécu justement sans enfant, Mm. mais enfin aussi par le passé. Mais je pense que ça aide beaucoup. Oui. Oui, c'est intéressant que ça inverse la démarche en fait sur les enfants qui apprennent aux parents un petit peu des choses du contexte local qu'on n'a pas saisi ou qui reprennent, qui corrigent. La démarche s'inverse en fait. Euh, Complètement. C'est Ouais. des choses que j'ai pu observer chez les migrants, par exemple, qui sont arrivés il y a un petit peu 4-5 ans en Allemagne. Les enfants sont tellement rapides dans la compréhension de la langue et du contexte que c'est eux qui aident les parents à s'intégrer sur place, en fait, et qui sont des clés pour l'intégration. Tout Donc, à fait. bon, Complètement. on n'est pas tout. Directement et indirectement, c'est-à-dire directement comme ce que tu viens de dire, hein, Mm. et puis indirectement parce que grâce aux enfants, on rentre aussi dans d'autres communautés, la communauté de Oui. l'école, la communauté de leurs amis, etc. Et donc, Mm. voilà, nous-mêmes, on se fait des amis par là. On n'est pas obligé d'être amis avec tous les parents, mais en l'occurrence, Mm. ça colle assez souvent. Les parents de leurs amis deviennent nos amis. Mm. Ça colle assez bien. En fait, c'est presque 20 ans en Allemagne, c'est quand même une grosse étape. On se dit la première année, waouh, ça fait déjà un an. Ensuite, les années filent et puis on s'aperçoit quand même qu'on est resté un certain temps. Est-ce que tu Ouais. vis une sorte de décalage par rapport à la France au bout de tant d'années? Ou est-ce que tu as l'impression finalement que tu arrives à rester dans un contexte franco-allemand sans être vraiment en décalage par rapport à la Mhm. France? Alors, il y a quelques petites choses qui se passent, mais qui sont assez légères, comme par exemple, je me fais reprendre sur ma manière de parler français quand on est en France, surtout par ma mère, Mm. qui me corrige sur des mots. Ah non, on dit pas ça comme ça. Mm. Bon, voilà, donc ça j'essaie d'y faire attention parce que Mm. je trouve que ce serait comme un point négatif en fait Mm. d'être parti dans un pays et que sa propre langue, sa langue maternelle soit affectée. Après, non, je pense qu'au niveau culture, enfin pour moi, voilà, j'ai un passeport allemand, mais je me sens quand même fondamentalement française Mm. encore et toujours. J'ai fait ce pas-là d'abord parce que je me sentais vraiment bien en Allemagne et puis que je m'y sentais reconnue. Enfin, j'avais l'impression d'avoir absorbé pas mal de la culture allemande. Mais j'ai fait ça seulement parce qu'il y a cet accord entre la France et l'Allemagne qui permet de garder son passeport français tout en D'accord. faisant l'acquisition Tu d'un ne peux pas passeport allemand. renoncer à ta nationalité française. Non. Je pense que mes parents auraient hurlé et pleuré. Donc Tes non. ancêtres seraient retournés à leur tombe. Ouais. Non. Ça, c'était hors de question. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors, ça change mon point de vue en fait sur la France, Mm. sur les Français. Je me rends compte que je garde quand même un lien très très fort, c'est-à-dire que je m'informe presque plus sur l'actualité française que l'actualité allemande. Mm. Sans doute parce que du coup l'actualité allemande, je l'entends, enfin, on en parle, voilà, elle est là de toute façon. Alors que si je m'informe pas sur ce qui se passe en France, peut-être que là je perdrais plus quelque Oui. chose. Après, pour moi, le décalage c'est plutôt par rapport aux gens que j'ai connus dans mon enfance ou plus tôt et qui sont restés en France.
Mm. et qui me semble, sur certains sujets, en fait, avoir un point de vue quand même assez limité. Enfin, Mm. je ne dis pas du tout point de vue intelligence, mais point de vue, ouais, point de vue de relativiser un petit peu sur certaines choses ou d'arriver à voir ça d'un angle différent. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir, mais je sens que le fait d'être à l'étranger, en fait, ça apporte ouais, cette manière de voir les choses différemment. Par exemple, les Français sont assez, on peut dire quelque part envieux ou jaloux du système allemand, parce que le système Mm. allemand, surtout économiquement, fonctionne très bien. Il y a très peu de grèves. Enfin, je pense que les gens sont assez respectueux et assez satisfaits aussi de la manière dont le pays en global est géré. Et je pense qu'il y a quelque part une sorte ouais, une sorte peut-être de jalousie. Et ce qui fait que quand on parle des Allemands aux Français, il y a souvent une petite marque un petit peu d'abord de recul et de ah oui, 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 mais bon, ils ne sont pas non plus parfaits, les Allemands. Je dis non, mais ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais voilà, il y a ce point de vue de l'extérieur. Hein, et donc, quand nous, on est à l'intérieur et on vit ça en étant sur place, on ne vit pas du tout de la même manière. On le voit plus comme un bénéfice, quoi. Il y a des choses qui se font mieux en France qu'en Allemagne et vice-versa. Donc, chacun peut apprendre de l'autre. C'était assez Voilà. flagrant, je trouve, par exemple, dans les débats pour la retraite, retraite ou enfin, les deux phénomènes de grève et de retraite, et la façon de décider, en fait, de décider où ça passe en France par une confrontation dans la rue même pour essayer de prendre la décision, là où tout est réglé par avance, peut-être dans le système législatif allemand, et où on passe pas où la grève est beaucoup plus contrôlée et n'est pas aussi un phénomène aussi libre qu'en France. Et donc, Ouais. il y a deux points de vue qui s'affrontent, qui ne se comprennent pas. Euh, Non. et ça mène aussi justement à ce niveau-là à des problèmes de compréhension. On ne comprend pas le modèle de l'autre, en fait. Tout à fait. Alors après, moi, je peux avoir des opinions qui sont partagées par d'autres personnes franco-françaises restées en France, etc. Donc, c'est pas le problème. Mais c'est vrai voilà, on récupère en fait d'autres points de vue, d'autres choses qui se passent. Et le fait d'échanger devient extrêmement enrichissant et apporte vraiment beaucoup, en fait. Alors, en Ouais. quoi tu te sens devenue allemande? C'est complètement subjectif comme question. Ça peut être des petits trucs peut-être. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, je suis devenue allemande? Alors, la première chose, et ça, mon père va m'en vouloir, mais c'est que je mange pas du pain tous les repas. Mais c'est génétique Donc, ou alors ah, c'est ça, une habitude alimentaire? c'est très franco-français. Au début, j'étais pas choquée, mais j'étais un peu embêtée au restaurant quand mon plat Hmm. arrivait et puis il n'y avait pas la corbeille de pain à côté. Et puis, au fur et à mesure, en fait, non seulement on s'y fait, mais en plus, on se rend compte que voilà, ça ferait trop de toute façon. Je ne Et peux c'est pas quand m'en mes parents. passer, impossible, impossible de mon côté. Ça fait 20 Bon, ans que je voilà. me Donc, du hurler, coup, là, je ne pas de je peux pain. dire que quelque part, je suis devenue un petit peu allemande. Hmm. Je me suis fait un petit peu, même si pas mon préféré, c'est plutôt un effet de la paresse, mais je me suis fait ce qu'on appelle le Brotzeit, en fait, Hmm. le soir. Donc, les Allemands aiment bien de faire un repas froid, donc mettre du pain sur la table avec Ça aussi, je me fais charcuterie, bien, avec je ne fromage. cuisine plus. Voilà, plutôt que de cuisiner tous les soirs, même si le côté un repas chaud seulement, ça, j'y adhère toujours pas parce que je comprends Hmm. pas. Euh, voilà, donc je respecte ça, mais pour moi, chaud ou froid, en fait, c'est pas ça qui compte, c'est plutôt Hmm. ce qu'on met dans son assiette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La notion de temps, euh, est-ce que tu avais une façon différente de gérer le temps quand tu étais en France par rapport actuellement? Non, parce qu'en fait, on va dire, j'ai été traumatisée, on peut dire, dans mon enfance, en fait, d'être Hein. très souvent en retard. Et du coup, Oui, maintenant, moi. voilà, je mets un point d'honneur à être à l'heure. Bon, après, il y a toujours, bien sûr, des exceptions, mais Hmm. donc ça n'a pas changé, au contraire. Ça me plaît beaucoup en Allemagne parce que justement, tout le monde est très à l'heure, tout est très clair, etc. Et après, à nous d'ajouter notre petit grain de sel pour éviter que les choses soient un peu trop strictes. Donc ça me va très bien. Sinon, oui, enfin, on revient encore au repas, qui reste quand même un critère de comparaison entre deux pays. On a tendance à manger plus tôt, ça c'est sûr, que ce soit le petit déjeuner, le midi, etc. Donc après, ça dépend des groupes dans lesquels on se trouve, mais ça, à point de vue du temps, oui, ça change. C'est-à-dire que donc l'agenda de la journée va être décalé par rapport à l'agenda typique français. Donc on va manger vers 18h30, 19h au plus tard, alors qu'en Et au France, c'est niveau plutôt 20h.
Au niveau de la communication, c'est vrai que tu évolues dans un milieu professionnel allemand et international, j'imagine. Au niveau de la communication, est-ce que dans ta façon de communiquer avec un interlocuteur, tu as peut-être changé un petit peu ta façon de faire ou tu t'es adapté sans peut-être le sentir? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des changements aussi dans ta façon d'évoluer dans un contexte avec des personnes qui sont de différentes nationalités? Oui, clairement. Alors après, il y a tous les stéréotypes de l'allemand qui a Oui, besoin qu'on lui explique les choses de manière rationnelle. Je oui, pense qu'il y a une grosse part de vérité, mais après, c'est plutôt une adaptation. question de personnalité. C'est-à-dire Oui. qu'on peut tomber sur des Français qui vont avoir besoin qu'on leur parle d'émotions, et puis d'autres Français qui vont avoir besoin qu'on leur donne les faits et qu'on leur démontre Mm. par A plus B que c'est là qu'il faut aller. Oui. Donc oui, je me suis adaptée, mais je ne sais pas si c'est forcément lié au pays ou si c'est Mm. pas plutôt lié ouais, aux différentes personnalités. Je pense qu'il faut être assez ouvert. Le fait d'être dans un pays étranger, on est plus ouvert de toute façon. On Mm. s'adapte beaucoup mieux, je pense. On capte beaucoup plus les petites choses du quotidien, la manière dont les gens réagissent, la manière dont les gens vont se laisser convaincre ou pas. Et donc ça aide certainement dans la communication. Après, voilà, je pense que c'est plutôt une adaptation aux personnes qu'au côté culture. On reste quand même en Europe. On n'est pas, je pense que les gens qui bougent en Asie, par exemple, je pense qu'ils doivent avoir de vrais efforts d'adaptation à faire. Pour moi, le pont entre la France et l'Allemagne est quand même beaucoup moins important euh, Mm. voilà, que changer complètement de continent, quoi. Alors, pour en venir localement à Brême, dernière question, ce serait qu'est-ce que tu recommanderais à un Français, aux éditeurs, en fait, de voir absolument, est-ce que tu as t'as des bons plans à Brême, des choses qu'il faudrait absolument voir, passer voir à Brême? Bien sûr. Alors déjà, Brême, on en a parlé avant de faire l'enregistrement, mais Brême a une mauvaise réputation en fait de ville du Nord où il fait toujours mauvais. Bon, là en l'occurrence, effectivement, il fait pas beau, mais et d'une ville en fait où il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir Mm. ni à faire. C'est faux. Brême est un berceau en fait de la culture commerciale de l'Allemagne Mm. où beaucoup d'échanges se sont faits. Donc, ça a été des routes en fait, d'échanges au niveau culturel, au niveau des biens, du commerce, etc. Il y a eu beaucoup de ponts avec l'Angleterre, avec la Hollande. Donc, on trouve beaucoup de traces de tout ça ici. Donc, point de vue historique, déjà, c'est très intéressant. Ce qu'il faut de toute façon faire, c'est tout le circuit dans la vieille ville, dans le centre. Donc, il y a bien sûr les fameux musiciens de Brême, hein, la statue des Stadtmusikanten. Il faut faire le quartier du Schnorr, Mm. qui est un petit quartier en fait avec, on a l'impression d'être dans un village Playmobil, hein, les maisons du Moyen Âge là, des Playmobil. Donc c'est vraiment des petites ruelles très étroites. Les maisons sont toutes penchées. Il y en a qui datent de 1400 ou 1500 quelque chose. Et on s'imprègne vraiment de la Brême de l'époque. Donc ça c'est vraiment à faire. Après, il y a tout le long de la rivière en fait qui est aussi vraiment très agréable. Et puis, il faut pousser un peu plus loin. Brême est une ville qui n'a pas été autant bombardée qu'une ville comme Munich. Oui, Donc, il donc, n'y a pas eu autant de reconstruction. Donc, moi, c'est ce qui un petit peu pas me choquait, mais bon, m'a marqué à Munich, c'est qu'on peut se promener dans une rue, voir des bâtiments vraiment anciens et d'un seul coup voir des bâtiments qui clairement ont oui, été construits à la 90%. va-vite. Voilà, alors que Brême a vraiment gardé son charme ancien et on a l'impression de se promener dans une ville qui est un mélange entre la Hollande, Londres. Euh, enfin, c'est vraiment très joli, beaucoup plus joli que ce que la réputation peut en dire. Alors, est-ce qu'en fait, le carnaval, Voilà. comme à Brême, parce qu'on est dans le nord de l'Allemagne, je sais que c'est demain le carnaval, le Hautbourg du carnaval à Cologne, ça démarre demain. Et est-ce qu'il y a des traces de carnaval à Brême?